Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Au Québec, de plus en plus de personnes vivent avec une taille plus. Depuis 30 ans, la prévalence de l'obésité abdominale a doublé chez les femmes autant que chez les hommes, cela peu importe le groupe d'âge. Une récente étude de l'Institut de santé publique du Québec a dressé récemment le premier portrait de l'obésité abdominale chez les Québécois. L'étude rapporte que de plus en plus de personnes gagnent un tour de taille élevé. On parle de plus de 88 cm chez la femme et de plus de 102 cm chez l'homme, ce qui est assez précis. L'étude relève un ralentissement de cette progression, mais les experts soutiennent que la proportion de Québécois de forte taille devrait continuer d'augmenter d'ici 2030 pour atteindre près d'une personne sur 4. La sédentarité, l'alimentation riche et notre mode de vie peu actif changent notre morphologie, ce qui peut avoir des conséquences sur notre santé. Le surplus de poids a longtemps été considéré comme un signe d'abondance et de santé, mais cela a changé. L'image des personnes en surpoids ou obèses est le plus souvent négative dans les médias. Paresse, incapacité de se prendre en main et malbouffe, les préjugés collent à la peau des personnes les plus grosses. La grossophobie, ce mot est entré récemment dans nos dictionnaires, désigne la stigmatisation et la discrimination envers les personnes obèses et en surpoids. Cette discrimination insidieuse et les comportements hostiles seraient de plus en plus visibles, particulièrement avec les réseaux sociaux. À Je vote pour la science, nous nous demandons comment pouvons-nous changer notre regard sur les personnes à forte taille et quels sont les défis de santé et sociétaux qu'elles rencontrent. Nous en parlons tout de suite. Restez à l'écoute. Pour parler de taille plus, d'obésité et de grossophobie, je suis en compagnie d'Édith Bernier, diplômée en journaliste, autrice et blogueuse et conférencière. Elle est créatrice du blog La Backpackeuse Taille Plus. Elle va nous expliquer ce que c'est ce blog-là. Elle est surtout fondatrice de la plateforme grossophobie.ca, on va mettre le lien sur la page de l'émission, et elle a lancé en novembre dernier une pétition contre la grossophobie à l'Assemblée nationale. Elle demande à l'Assemblée nationale de revoir la Charte des droits et de liberté de la personne. Donc bonjour. Bonjour. On est en compagnie aussi avec Benoît Arsenault, professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, bonjour à tous les deux. Bienvenue à Je vote pour la science. L'Institut de santé publique du Québec a dressé récemment le premier portrait de l'obésité abdominale chez les Québécois. On note que la prévalence de l'obésité abdominale a doublé depuis 1990, autant chez les femmes que chez les hommes, peu importe le groupe d'âge. Dans un même temps, le terme grossophobie vient de rentrer dans le dictionnaire. Il désigne l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses, en surpoids ou obèses. Donc, pour commencer, peut-être, quels sont les critères pour qu'une personne soit considérée comme de forte taille, Madame Bernier? En fait, c'est assez difficile de créer une définition pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se considérer comme des personnes grosses alors qu'elles ne le sont pas nécessairement. Expliquez-nous. Donc, en général, c'est une définition que j'avais retrouvée sur un site web d'une blogueuse américaine et elle expliquait en fait que les personnes grosses, c'est non seulement les personnes qui se sont vues taquiner à cause de leur poids, mais qui ont des réelles limitations au quotidien, que ce soit à trouver des vêtements, que ce soit au niveau structurel, que ce soit les chaises, les passages, des personnes qui ont de la difficulté en fait à prendre le transport en commun ou qui se voient ridiculisées quand elles le font parce qu'elles ont osé le faire. C'est vraiment pas juste une question de perception personnelle, mais c'est en fait une personne qui au quotidien se retrouve en fait limitée dans ce qu'elle veut faire, dans ce qu'elle peut faire, et aussi dans la perception qu'on a d'elle. Donc à titre de personne grosse, c'est ça en fait généralement qui va définir qu'une personne est grosse. Oui, professeur Arsenault? Oui, donc nous, on a une définition qui, je dirais, un peu plus technique là, de l'obésité. Traditionnellement, l'obésité dans le domaine de la santé, c'est vu en fonction de l'indice de masse corporelle, donc notre rapport de notre poids corporel en kilogrammes divisé par notre taille en mètres élevé au carré. Donc, on parle d'individus en situation de surpoids lorsque l'indice de masse corporelle est en haut de 25 et en situation d'obésité lorsque l'indice de masse corporelle
corporelle est en haut de 30. Donc, nous, comme vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, dans mon équipe de recherche, puis aussi avec mes collègues à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, on s'intéresse beaucoup à l'obésité abdominale parce qu'il y a des tonnes de recherches, en fait, qui démontrent que la composition corporelle et l'accumulation de graisse au niveau abdominal est un facteur de risque important pour des problèmes de santé à long terme, et ça, indépendamment de l'indice de poids, de masse corporelle ou notre poids sur le pèse-personne. Il y a de plus en plus d'organismes de santé publique qui vont suggérer la mesure du tour de taille. Donc, pour moi, c'est déjà un pas dans la bonne direction parce que, justement, on peut être, justement, mince et en mauvaise santé métabolique, je dirais. Puis les personnes qui sont minces, souvent, c'est des personnes qui vont avoir un petit bedon dur, qui sont métaboliquement en moins bonne santé, qui pratiquent pas nécessairement d'activité physique, qui peuvent manger plus de junk food, alors que ces personnes-là peuvent être autant et peut-être même en moins bonne santé que des gens qui seraient considérés comme obèses, mais qui pourraient être actifs et bien manger. Oui, l'Institut national de santé publique a dressé un portrait donc de l'obésité abdominale chez les Québécois. Qu'est-ce qu'il révèle, ce portrait-là? Oui, en fait, j'ai eu la chance d'écrire ce rapport-là en collaboration avec mes collègues de l'Institut national de santé publique l'été dernier. Donc, nous, on a regardé, en fait, la progression du tour de taille des Québécois. Donc, c'est le premier portrait de l'évolution du tour de taille des Québécois au cours des 20 dernières années. Donc, pour moi, c'est très important d'aller au-delà de l'indice de masse corporelle et parler d'un marqueur qui est un meilleur indicateur de santé à long terme. Et puis ce qu'on a démontré, en fait, c'est que la prévalence de l'obésité abdominale, donc les hommes et les femmes qui ont un tour de taille qui était en haut de 102 cm chez les hommes et en haut de 88 cm chez la femme, a essentiellement doublé, autant chez les hommes que chez les femmes, et que cette augmentation-là a été retrouvée essentiellement dans tous les groupes d'âge. Donc, on a étudié les jeunes adultes, les 18-34, les adultes d'âge moyen entre 35 et 64 et les personnes de 65 à 74 ans. Puis le fait que le tour de taille a doublé, ça a été retrouvé dans toutes ces catégories d'âge-là. Oui. Est-ce que la progression de l'obésité abdominale est plus importante au Québec que dans les autres provinces canadiennes? Non, c'est ça. Dans les provinces canadiennes, puis même, je vous dirais, dans tous les pays occidentaux, puis même les pays en voie de développement, on observe cette progression-là à peu près partout, là. Donc, c'est une épidémie mondiale. Et puis, le fait que ce soit observé dans tous les pays, moi, ça me laisse à penser que c'est pas une épidémie de manque de volonté. Parce que l'épidémie d'obésité abdominale, pour moi, c'est une réponse qui est normale à un environnement qui ne l'est pas, là. Donc, on voit une dégradation de notre environnement alimentaire, de notre environnement bâti aussi, qui rend les choix alimentaires sains de plus en plus difficiles et qui rend les déplacements actifs de plus en plus difficiles aussi. Puis ça, c'est une tendance qui est vraiment mondiale. Oui, Madame Bernier. Et en fait, je trouve ça vraiment intéressant que vous parliez, M. Arsenault, de pas une épidémie de mauvaise volonté, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup associé, en fait, aux questions de poids en général. Et tout le monde pense que les personnes grosses sont juste des personnes qui manquent de discipline, qui manquent de volonté, qui manquent de courage, peu importe comment on appelle ça. Et par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que le fait qu'on ait un nouvel indicateur qui est peut-être plus précis, faut pas que ça devienne ça la nouvelle façon pour stigmatiser, au lieu de parler, par exemple, de grosseur corporelle globale, de juste stigmatiser pour maintenant c'est plus le corps au complet, là on va juste stigmatiser les gens sur leur tour de taille. Je comprends, comme je vous disais, j'ai jamais été contre la prévention, mais faut quand même pas oublier que malheureusement dans certains efforts de prévention, il y a des gens qui sont échappés, il y a des gens qui passent dans les mailles du filet, et que de la même façon que dans un contexte de lutte à la pauvreté par exemple, on veut pas taper sur la tête des pauvres, mais on veut essayer de réduire les conditions qui rendent que la pauvreté est possible. On veut faire la même chose, j'imagine, avec les questions de poids, pour éviter que les poids qui sont considérés trop élevés ne deviennent plus possibles, plutôt que de taper en fait sur la tête des personnes grosses. Madame Bernier, parlez-nous de votre quotidien. Vous êtes une personne de taille plus? Je me considère comme une personne grosse, en fait. Taille plus, c'est un terme qui est souvent très associé à l'industrie du vêtement, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont un petit peu mal à l'aise à utiliser le terme grosse, mais pendant l'entrevue, sentez-vous à l'aise d'utiliser le terme grosse, même si je sais que c'est contre beaucoup de principes.
Votre quotidien de personne grosse, est-ce que vous vivez de la grossophobie? Moi, je pense que les gens osent pas. Avec vous? Avec moi. Mais je sais que ça arrive beaucoup. Je me considère pas comme étant la personne qui la vit le plus difficilement. J'ai la chance, par exemple, d'avoir une famille. Je pense à ma mère depuis ma plus tendre enfance. Moi, je suis née un gros bébé. J'ai toujours été plus costaud, dans le guillemets, que la moyenne. Donc, ma mère, au contraire de beaucoup d'histoires de plusieurs femmes que j'ai entendues, ne m'a pas mise au régime à partir de l'âge de 11 ans. J'ai eu cette chance-là. J'ai fait du sport. J'ai eu accès à différents sports en jeune âge. Chez nous, c'est ma mère qui cuisinait les repas. Donc, on mangeait en famille. En fait, techniquement, je serais pas supposée être grosse. Si on regarde la vie que j'ai vécue jusqu'à maintenant, en théorie, je devrais pas être grosse, mais je le suis quand même. Est-ce que le quotidien est plus difficile? En fait, le quotidien est souvent rempli de petites choses, de micro-agressions. En fait, c'est quelque chose qu'on vient justement d'aborder récemment sur grossophobie.ca. C'est des petites choses, par exemple, comme des regards de des gens. Tu sais, le fameux siège à 3 sur l'autobus, que si on est assis à un bout et qu'il y a une personne à l'autre bout, il y a personne qui va venir s'asseoir au milieu. Même si moi, je fais constamment l'effort de pas dépasser. Vous savez, la petite ligne, là, tu sais, la fameuse délimitation. Bon. Tu sais, c'est des choses comme pas trouver les vêtements qui nous plaisent. Je sais que c'est pas un défi qui est limité aux personnes grosses, mais c'est quand même un défi et quand même une chose qui nous agresse aussi. C'est de recevoir plein de conseils non sollicités sur tel genre d'exercice que je devrais faire, sur quel genre de diète je devrais faire, de prendre des regards. Quand si je mange une salade au restaurant, c'est touchant, j'essaye. Mais si je mange un burger au restaurant, ben là, pas de question, pourquoi je suis grosse. Donc, tu sais, c'est souvent ça. Et c'est qu'à un moment donné, ton corps passe une certaine taille, il devient une question publique. Donc, on devient l'objet justement de regards, de commentaires, de réactions. Et c'est ça, en fait. C'est toutes des petites choses qu'à un moment donné, au bout d'une journée, au bout d'une année, d'une semaine, peuvent devenir extrêmement difficiles. Oui. Professeur Arsenault, comment explique-t-on, on est professionnel de la santé, donc des changements de morphologie et de tour de taille qui affectent les Québécois en ce moment? Ben moi, j'aimerais réagir justement à ce que Madame Bernier vient de dire. Je trouve ça très intéressant, puis ça m'amène à. J'ai beaucoup pensé à ce qu'on fait comme travail sur la génétique de l'obésité aussi, parce que évidemment, on n'est pas tous prédisposés génétiquement à avoir exactement le même format corporel. Puis ça va bien au-delà de notre poids sur le pèse-personne ou de notre circonférence de taille. Donc, ça prend pas des grandes connaissances en génétique pour savoir que notre poids corporel ou notre apparence corporelle ne sera pas si différente que ça de celle de nos parents à long terme aussi. Maintenant, ce qu'on observe présentement avec les changements qu'on observe dans notre mode de vie, là, puis là je parle pas au niveau individuel, mais plus sociétal, c'est que les personnes qui ont une prédisposition génétique à l'obésité, ben c'est eux qui vont être encore plus affectés par ces changements-là. Des personnes minces, il va toujours en avoir, mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les personnes en situation d'obésité, il y en a un peu plus. Donc, je pense que c'est une interaction entre notre bagage génétique et les changements environnementaux qui vont faire en sorte que certaines personnes qui ont une prédisposition génétique vont être en fait supportées par un environnement qui est pas compatible justement avec un mode de vie sain, qui vont devenir avec des poids corporels plus élevés. Oui. Aussi, un autre point, on a parlé de diète aussi, et puis bon là, on est en début d'année, et puis l'industrie des diètes amaigrissantes fait de la publicité à plein régime pour pas faire de mauvais jeu de mots. Et puis ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que dans la très très grande majorité des cas, même plus 90-95% des gens qui vont entreprendre un processus de diète, de restriction calorique très 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 sévère, pourront pas soutenir ça à long terme, et puis le poids corporel va revenir, même s'il y en a un petit peu qui a été perdu, ça va revenir quelques semaines ou quelques mois après, là. Donc c'est quelque chose aussi qui est important de mentionner. Donc sur les personnes qui sont en situation d'obésité, qui se font dire quoi manger, je pense qu'il y a quand même un travail à faire au niveau de la sensibilisation pour dire que
que les diètes, si on n'est pas capable de faire des changements durables dans notre alimentation pour réduire notre apport calorique puis améliorer surtout la qualité de notre alimentation, il n'y aura pas nécessairement d'effet là, sur le poids corporel. Là. Donc ça, c'est un point important, je pense, à amener aussi. Oui, Madame Bernier, vous vouliez réagir? Oui, en fait, ce que je trouve absolument génial, c'est que je suis contente que vous disiez ça, M. Arsenault, parce que moi, si je le dis, on me prend pas au sérieux. Donc, si moi je dis que les diètes ne fonctionnent pas, on me dit, oui, mais c'est sûr, là, c'est parce que regarde-toi. Donc, mon image me nuit dans ce que j'essaye d'expliquer, alors que une personne, par exemple, comme vous, qui avez un background scientifique, va être prise plus au sérieux. Pourtant, on dit la même chose et on se base probablement sur les mêmes informations pour le dire. Donc, merci de prendre le temps de le dire. Par contre, tu sais, les questions d'apport calorique, je pense que, vous l'avez dit vous-même, les questions de poids et de grosseur sont vraiment pas juste des questions d'apport calorique. Hein. Il y a de la génétique, il y a des facteurs socio-économiques. Il y a plein de raisons médicales qui expliquent le poids. Je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre à vous. Donc, c'est important aussi, je pense, d'explorer ces composantes-là qui ont une influence sur le poids, mais surtout que si, par exemple, on est dans une situation socio-économique où on est amené à prendre du poids à cause de cette situation-là, qu'on vit dans un désert alimentaire, par exemple, ou qu'on n'a pas accès à des aliments sains, ou qu'on n'a pas le temps de préparer des repas pour des raisons X. Le fait qu'on finisse par se sortir, par exemple, de 5 ans dans cette période-là, ça ne fait pas maigrir instantanément. Donc, le poids qui se prend ne se perdra sûrement pas plus vite qu'il s'est pris, là. Je pense que vous pouvez probablement me seconder et développer davantage là-dessus, M. Arsenault. Oui, en fait, c'est pas mal ça qui est supporté par les évidences scientifiques aussi, là. Donc, puis c'est aussi un problème c'est pas un problème qui a une solution unique non plus, là, l'épidémie d'obésité à laquelle on fait face présentement, parce que, comme vous le dites, ça affecte plusieurs niveaux de statut socio-économique et puis de freiner cette progression-là dans différentes sous-groupes de la population. Ça va prendre des approches beaucoup plus globales. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je pense qu'une des premières choses qu'il faudrait faire, c'est de s'attaquer justement au désert alimentaire, pour faire en sorte que peu importe où on habite, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain à Québec ou à Montréal, qu'on ait accès à une alimentation variée avec suffisamment de fruits et de légumes justement pour améliorer notre qualité nutritionnelle. Puis ça, indépendamment de notre poids corporel, ça va avoir un effet sur notre santé à long terme. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, il y a d'autres groupes de la population aussi qui vont par exemple, avoir une situation socio-économique plus favorable, mais qui vont beaucoup travailler, qui n'auront pas le temps de cuisiner, qui vont se tourner vers une alimentation de restauration rapide, etc. Ça, c'est peut-être d'autres politiques qu'il faut mettre en place pour s'assurer que l'ensemble de la population adopte un comportement alimentaire qui est plus compatible avec la santé à long terme. Oui, là, j'aimerais peut-être vous entendre sur la prévention, peut-être. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer des campagnes qui sont moins basées, qui sont moins focusées sur la responsabilité individuelle, entre autres, c'est-à-dire que les gros, c'est de leur faute, de cesser ces messages-là, des campagnes qui sont moins basées sur le poids, sur l'image, sur le fait que vous êtes des bonnes personnes, vous êtes minces, restez-le, et les gros, c'est des méchants. Donc, tu sais, est-ce qu'il y aurait moyen de moins diaboliser les personnes grosses là-dedans, d'être plus inclusif, d'encourager, plutôt que d'encourager la perte de poids, l'exercice et l'alimentation saine dans un contexte de perte de poids, de l'alimenter, de plutôt organiser des campagnes qui encouragent ces habitudes-là, point final. Parce que, M. Arsenault l'a dit tout à l'heure, tout le monde gagne à développer des habitudes de vie saine, à lutter contre la sédentarité, à ne pas fumer, à faire du sport régulièrement, à avoir des habitudes alimentaires équilibrées. Donc, il y a personne qui a à perdre. Donc, pourquoi mettre une emphase nécessairement qui va finir par être stigmatisante et qui va finir par conforter, en fait, les personnes dans leur grossophobie, et pas juste au niveau de la population, mais aussi, malheureusement, chez les professionnels de la santé. Oui, ça, c'est tout plein de bonnes questions. Donc, professeur Arsenault, comment monter des campagnes de santé publique pour les personnes, à direction des personnes en surpoids ou grosses, qui, justement, seraient bienveillantes, inclusives et qui échapperaient peut-être pas personne, finalement, après, là?
Oui, c'est une excellente question. Ben, en fait, moi, la première chose que je dirais, c'est moi, si j'étais en position pour faire des campagnes comme ça, ben, c'est sûr que je les ciblerais pas nécessairement aux personnes en surpoids ou en situation d'obésité. Donc, moi, j'enverrais des messages simples sur la saine alimentation, la sédentarité, la gestion du stress, du sommeil, etc. pour l'ensemble de la population et pas juste pour cibler un sous-groupe de la population qui, justement, est déjà habitué de se faire dire, de se faire donner des conseils ou de se faire stigmatiser par leurs collègues, par leurs proches, par leurs amis, etc., leur famille. Donc, les campagnes de santé publique devraient aller dans ce sens-là. Mais il y a plusieurs messages qui sont véhiculés et puis les gens qui sont dans l'espace public, ben qui vont écouter la télé ou la radio, ben ils vont être davantage mis en contact avec des campagnes de santé publique, pas de santé publique, pardon, mais des campagnes de publicité de l'industrie, des diètes amaigrissantes, des suppléments alimentaires, l'industrie des médias, de la mode, de la publicité qui mise beaucoup là-dessus aussi sur l'insatisfaction corporelle. Puis leur stratégie, malheureusement, ça vise carrément à miner l'estime de soi pour faire des profits, là. Donc, il y a des répercussions qui sont très, très, très insidieuses là-dessus, puis on le voit dans la population aussi, là. Je suis tombé sur des statistiques récemment du groupe Équilibre, qui est un organisme québécois qui vient en aide aux personnes préoccupées par leur poids, qui en font eux aussi des campagnes nationales qui disent qu'il y a près du tiers des filles de 9 ans qui ont déjà essayé de perdre du poids. Donc, à 9 ans seulement, qu'il y a plus de la moitié des adolescents et des adolescentes qui sont insatisfaits de leur image corporelle, qu'il y a le 3/4 des femmes qui veulent maigrir, et ça, peu importe leur poids corporel. Puis ça touche de plus en plus les hommes aussi. Donc, on a beaucoup de travail à faire, de pédagogie aussi pour justement arrêter de pointer du doigt les personnes en surpoids puis travailler ensemble pour trouver des solutions qui vont être bonnes pour l'ensemble de la population, là, pour diminuer à long terme l'épidémie d'obésité puis l'épidémie de maladies chroniques qui y est associée. Madame Bernier, vous avez lancé un site, une plateforme, lagrossophobie.ca. J'aimerais savoir un petit peu ce qui vous motivait derrière ça. En fait, ça a été lancé, je vais être très honnête, sur un coup de tête. C'est sûr que j'avais déjà une certaine expérience, comme je disais, à parler de grossophobie et tout ça, mais c'est quand j'ai réalisé dans une discussion, en fait, avec une autre personne, que la personne légitimait littéralement le fait que des personnes se questionnent sur son ventre. C'est une fille, en fait, qui était habillée pour vous savez, les tenues de carnaval, par exemple, comme dans les Caraïbes et tout ça. Mm-hmm. Et elle donc portait, c'est des tenues qui sont très révélatrices, entre autres pour l'abdomen et tout ça. Et donc, la personne était enceinte de quelques mois, donc commençait à avoir un peu de ventre, et elle se disait, j'adore voir dans les yeux des gens le questionnement à savoir est-ce qu'elle a mangé 12 tacos, ou est-ce qu'elle est enceinte, ou est-ce qu'elle... Je suis comme, mais tu trouves ça normal que les gens se donnent le droit de questionner ton corps comme ça, juste parce qu'il est plus gros. Et donc, c'est là que j'ai eu l'idée que non, visiblement, faut aller beaucoup plus loin que simplement dire stigmatiser les personnes grosses, c'est mal et c'est toxique, mais il faut aller au-delà de ça et dire, regardez, d'où est-ce qu'elle vient la stigmatisation et regarder comment elle peut être insidieuse, justement comme dans les campagnes de l'industrie de l'amaigrissement, industrie en fait qui capitalise sur le fait qu'elle ne fonctionne pas. Parce que s'il y en avait une diète miracle, j'ai lu ça sur l'Association de la santé publique pour la santé du public du Québec, s'il y en avait une diète miracle qui fonctionnait, tout le monde l'aurait prise. Mm-hmm. Donc, il y en aurait plus de questions d'épidémie d'obésité et d'ailleurs c'est un terme épidémie d'obésité d'ailleurs qui me fait un petit peu réagir parce que en utilisant ce terme-là on contribue un peu justement à stigmatiser les personnes grosses. T'sais, on dit aussi épidémie de maladies à virus Ebola là. Donc le terme épidémie, mm-hmm. Même si dans les deux cas peut-être que au niveau épidémiologique c'est des appellations qui se terment, je pense que ça qui se tiennent, c'est peut-être pas nécessairement l'appellation du moins d'un point de vue social et stigmatisation à privilégier. Ce qui est fantastique, par exemple, cette année, c'est qu'au niveau de la santé publique, le docteur Teresa Tam, dans son rapport qui est sorti en décembre dernier, a parlé de la stigmatisation liée à l'obésité comme étant une des choses qui pouvait nuire à l'atteinte de résultats de santé optimaux. Et ça, j'ai trouvé que c'est extrêmement rafraîchissant parce que c'est probablement une des premières grandes organisations pan-canadiennes qui reconnaît que dans un contexte de santé publique, le fait de stigmatiser les personnes grosses existe non seulement chez le grand
grand public, mais chez les professionnels de la santé, et que ça peut nuire à leur obtention et à la prestation de soins. Oui, on parle là de grossophobie médicale. Oui, exact. Donc, un mauvais diagnostic. Exact. Mais donc, pour en revenir à grossophobie.ca, c'est toutes des questions, en fait, qu'on a voulu explorer, qu'on a voulu expliquer, qu'on a voulu vulgariser aussi, parce que la plupart des personnes en ce moment qui traitent de grossophobie sont très autodidactes. Elles se sont formées elles-mêmes sur le web. Elles ont, au contact de différentes recherches, de différentes personnes qui parlaient déjà de ces questions-là. Mais c'est quelque chose de très, très, très récent, là. Des questions de grossophobie, on en parle plus intensément depuis, je dirais, peut-être 1 an, 6 mois. Mais c'est quelque chose, personnellement, moi, qui me préoccupe depuis bientôt 3 ans. Puis vous avez été plus loin, vous avez aussi lancé une pétition. Oui, j'ai lancé la pétition en novembre dernier, la pétition à l'Assemblée nationale pour faire la modification de l'article 10 de la Charte des droits et libertés pour inclure la discrimination basée sur l'apparence physique, notamment la taille et le poids, qui a été supportée d'ailleurs par la députée Manon Massé, qui est co-porte-parole de Québec solidaire. Oui, professeur Arsenault, est-ce que ça vous rejoint, le terme de grossophobie et grossophobie médicale? Oui, absolument. J'écoutais ce que Mme Bernier disait, puis ça me faisait penser à un cours, en fait, qu'on donne ici, un cours gradué qu'on a à l'Université Laval sur la science de l'obésité, tous les processus pathophysiologiques, la régulation du poids corporel, etc. Et puis, à la fin, à chaque année, on a une table ronde avec les étudiants, puis on se pose la question, est-ce que l'obésité, c'est une maladie? Un peu comme, par exemple, vous avez parlé du virus de l'Ebola, mais est-ce qu'on devrait considérer l'obésité comme une maladie? Puis les réflexions sont très, très, très intéressantes parce que il y en a quand même des associations médicales, comme par exemple l'Association médicale américaine, qui a déclaré que l'obésité était une maladie. Donc, c'est quand même un important aspect à considérer. Donc, on a des débats là-dessus. Là. Moi, je pense que effectivement, c'est pas clair. Donc, il y a plusieurs nuances à apporter dans ce débat-là. Et puis, voilà. Très rapidement et en mode solution pour terminer, que faut-il pour que les personnes de forte taille se sentent mieux dans leur corps et dans la société, Madame Bernier? Ben, je pense que déjà, c'est peut-être très ambitieux de ma part d'aspirer à une acceptation unilatérale, mais au moins, si on pouvait aspirer à l'indifférence. C'est triste, mais aspirer déjà à l'indifférence, d'être traité sur la même base que les autres. Qu'est-ce que ça prendrait? Ben, ça prendrait peut-être un petit peu d'adaptation à certains niveaux. Une adaptation qui se ferait quand même pas aux dépens de d'autres groupes ou qui créerait pas des marginalisations pour d'autres personnes non plus. Là. L'objectif, c'est pas d'adapter aux dépens des autres. Mais je pense qu'en général, si on avait entre autres l'appui davantage de la communauté scientifique, des personnes comme M. Arsenault, par exemple, qui nous, vous m'excuserez l'expression, qui nous backerait, qui nous soutiendrait un peu plus. Parce qu'en ce moment, si on dit la même chose, on n'a pas la même portée et on n'a pas la même écoute que l'on soit quelqu'un comme M. Arsenault ou une personne comme moi. Donc merci beaucoup. On était en compagnie donc d'Édith Bernier, qui est autrice, blogueuse et fondatrice de la plateforme grossophobie.ca, et de Benoît Arsenault, professeur agrégé à la faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, et auteur donc d'une étude l'obésité abdominale. Donc, on vous mettra aussi le lien vers l'étude si vous êtes intéressés. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche Aurélie Lagueux-Beloin, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission? Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique